N'entrez pas dans cette pièce, monsieur. C'est un piège. L'infirmière m'a fermement retenu par le bras alors que je courais dans le couloir de l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Marie, à Chicago. J'étais essoufflé, le cœur battant à tout rompre après avoir conduit comme un fou sur les routes glacées de décembre. Le téléphone avait sonné à 2h45 du matin, et une voix froide m'avait informé que ma femme, Rachel, avait eu un grave accident de voiture sur l'autoroute Interstate 94. Son état est critique, m'avait-on dit. Venez immédiatement. Je m'appelle Kevin, j'ai 32 ans et je travaille comme ingénieur logiciel dans l'une des plus grandes entreprises technologiques de Chicago. Rachel et moi sommes mariés depuis 5 ans, et elle a toujours été la personne la plus prudente que je connaisse. Elle ne conduisait jamais quand elle était fatiguée, ne dépassait jamais la limite de vitesse. C'est pourquoi, quand j'ai reçu cet appel, quelque chose ne collait pas. L'infirmière qui me tenait était jeune, avec des yeux bleus effrayés et un badge qui disait « Amie infirmière ». Elle a regardé nerveusement de chaque côté avant de murmurer « Vous vous appelez Kevin Morrison, n'est-ce pas? Le mari de Rachel? Oui, oui. Comment va-t-elle? Je peux la voir? » Ma voix était désespérée. Écoutez attentivement, a chuchoté Amy en m'entraînant dans un coin du couloir. Je travaille dans cet hôpital depuis 3 ans. Je connais tous les protocoles d'urgence. Et ce qui se passe dans la chambre 17 n'est pas un protocole d'urgence. J'ai senti mon estomac se nouer. De quoi parlez-vous? Votre femme est arrivée ici à pied, Kevin. À pied. Pas en ambulance. Elle est entrée par la porte arrière avec le docteur Harrison, discutant normalement. J'ai tout vu. Le monde semblait s'être arrêté. Rachel marchait, elle discutait, mais l'appel téléphonique disait qu'elle était dans un état critique, intubée, luttant pour sa vie. Amy a continué. Depuis 2 heures, il prépare une mise en scène dans la chambre 17. De faux moniteurs, des appareils qui ne sont même pas correctement branchés. Et d'autres personnes sont impliquées. D'autres personnes. Ton frère, Kevin. Thomas était ici tout à l'heure. Il a apporté une mallette remplie de documents et a discuté à voix basse avec le docteur Harrison pendant près d'1 heure. Thomas, mon frère aîné, qui a toujours été jaloux de ma réussite professionnelle, qui a toujours insinué que Rachel était trop bien pour moi, qui connaissait tous les détails de notre vie financière parce qu'il travaillait comme mon comptable. Soudain, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. La nouvelle police d'assurance vie que Rachel avait insisté pour que je signe le mois dernier. C'est juste par précaution, chérie. Avec ton travail stressant, on ne sait jamais. Le montant était de 2 millions de dollars. Les discussions étranges que j'avais entendues entre elle et Thomas quand je rentrais tôt du travail. Des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans la pièce. Le changement subtil dans le comportement de Rachel ces dernières semaines. Plus affectueuse, plus attentionnée. Comme si elle faisait ses adieux. Ami, murmurai-je, qu'as-tu vu exactement? J'ai vu ta femme répéter comment faire semblant d'être inconsciente. J'ai vu le docteur Harrison lui expliquer comment faire semblant d'avoir une respiration irrégulière. Et j'ai vu Thomas donner de l'argent au médecin. Mon esprit s'est emballé. Si Amy avait raison, si tout cela était une mise en scène, alors quel était le but? Pourquoi Rachel ferait-elle semblant d'avoir un accident? La réponse m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne voulait pas seulement l'argent de l'assurance. Il voulait que je meure en pensant que je perdais la femme de ma vie. Il voulait que je souffre avant de me tuer. Kevin, Amy m'a pris la main. Je ne connais pas tous les détails, mais j'ai entendu le docteur Harrison parler des « administrer le médicament quand il sera le plus vulnérable émotionnellement ». Ils attendent que tu sois désespéré pour faire quelque chose à ton sujet. J'ai regardé la porte de la chambre 17. Ma femme était à l'intérieur, faisant semblant d'être mourante, tout en planifiant ma mort réelle. Si vous suivez cette histoire de trahison et que vous sentez votre adrénaline monter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment ce piège se déroule. Car ce que Rachel et Thomas ne savaient pas, c'est qu'au cours des 6 derniers mois, j'avais développé une paranoïa croissante concernant la sécurité numérique de l'entreprise où je travaille. J'avais installé des applications d'enregistrement sur tous mes appareils, y compris le téléphone qui se trouvait dans ma poche à ce moment-là, enregistrant chaque mot qu'Amy venait de me dire. Et alors qu'il pensait contrôler la situation, je venais d'obtenir la seule chose qui me manquait pour renverser la situation. La vérité. Kevin, murmura Amy en jetant un regard nerveux dans le couloir, il y a autre chose que tu dois savoir. Rachel n'agit pas seule. Je sentis mon souffle se couper. Que veux-tu dire? Je travaille de nuit depuis 3 ans. Je connais chaque médecin, chaque protocole, chaque procédure de cet hôpital. Le docteur Harrison a été licencié de l'hôpital Northwestern il y a 6 mois pour négligence médicale. Il ne devrait même pas exercer la médecine.
Mon cerveau avait du mal à assimiler l'information. Alors comment se fait-il qu'il soit ici? Quelqu'un a falsifié ses références. Et cette personne a accès à des systèmes auxquels seuls les cadres supérieurs ont accès. Ami marqua une pause. Ton frère Thomas travaille comme consultant pour les hôpitaux, n'est-ce pas? La réalité m'a frappé comme un train fou. Thomas a toujours eu accès à des informations confidentielles sur les assurances médicales et les protocoles hospitaliers par le biais de son entreprise. Pendant des années, il a géré non seulement mes finances personnelles, mais aussi les contrats de plusieurs hôpitaux de la région. Ami, depuis combien de temps planifie-t-il cela? D'après ce que j'ai entendu, depuis au moins 6 mois. Rachel vient ici régulièrement pour des consultations de routine qui ne figurent pas dans les registres officiels. Elle est toujours accompagnée de son frère. Et il paie toujours en espèces. 6 mois. Exactement au moment où Rachel a commencé à insister pour que je souscrive cette assurance vie. Quand elle a commencé à être plus affectueuse, à cuisiner mes plats préférés, à planifier des voyages romantiques qui n'ont jamais eu lieu parce que j'étais trop occupé par le travail. Elle créait des souvenirs finaux. Elle préparait nos adieux pendant que je travaillais 16 heures par jour pour que nous puissions emménager dans la nouvelle maison qu'elle désirait tant. Kevin, a poursuivi Amy, il y a une chose en particulier que le docteur Harrison m'a dite et qui m'a fait peur. Il a parlé d'administrer un médicament appelé succinylcholine. C'est un relaxant musculaire qui arrête le cœur et les poumons, mais qui laisse la personne consciente jusqu'à la fin. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Ils veulent que je souffre. Ils veulent que tu meures en pensant que tu perds la femme de ta vie. Et ils veulent s'assurer que tu seras complètement vulnérable lorsqu'ils t'administreront l'injection. J'ai regardé la porte de la chambre 17. Ma femme était à l'intérieur, la femme qui avait promis de m'aimer dans la joie et dans la tristesse, dans la santé et dans la maladie. La même femme qui répétait maintenant sa propre mort pour orchestrer la mienne. Ami, où est Thomas maintenant? Il est sorti il y a 1 heure. Il a dit qu'il reviendrait à 4 heures du matin pour te réconforter pendant la procédure finale. Mais je l'ai entendu parler avec Rachel avant de partir. Ils craignent que tu sois trop forte émotionnellement. Ils veulent attendre que tu sois complètement brisée avant d'agir. 4 heures du matin. Cela me laissait environ 40 minutes pour découvrir exactement quel était leur plan et comment renverser la situation. Ami, tu as dit qu'ils avaient des documents. Quel genre de documents? J'ai vu Thomas avec un dossier rempli de papiers qui ressemblaient à des formulaires d'hôpital. Des formulaires de décès qui étaient déjà partiellement remplis. Et il y avait des lettres, Kevin. Des lettres qui semblaient être les tiennes, faisant tes adieux à ta famille. Des lettres que je n'ai jamais écrites. Ma propre mort planifiée dans les moindres détails, y compris mes dernières paroles inventées. Et ce n'est pas tout. Rachel a apporté des vêtements de deuil. Une robe noire complète, avec un voile. Elle est rangée dans l'armoire de la chambre 17. L'image de Rachel s'habillant en veuve d'avant même ma mort m'a donné la nausée. Elle ne prévoyait pas seulement de me tuer. Elle anticipait son rôle de veuve inconsolable. Kevin, dit Amy en me tenant le bras, ils ont parlé d'autres cas. D'autres accidents, que le docteur Harrison a aidé à orchestrer dans différents hôpitaux. Toujours impliquant des assurances vie élevées et toujours couronnés de succès. D'autres cas. Combien de personnes étaient déjà mortes à cause de cette opération? Combien de familles avaient été détruites par cette même mise en scène macabre? Soudain, j'ai compris pourquoi Rachel avait tant insisté pour que nous modifiions notre testament le mois dernier. Pourquoi elle voulait que Thomas soit notre exécuteur testamentaire. Pourquoi elle avait convaincu ma mère âgée de me désigner comme seul bénéficiaire de sa retraite. Il ne s'agissait pas seulement de l'assurance de 2 millions de dollars. Il s'agissait de tout. Mon héritage, mes comptes de retraite, la maison, les investissements que j'avais constitués au cours de 10 années de travail acharné. Rachel et Thomas avaient calculé que ma mort valait plus de 5 millions de dollars au total. Ami, ma voix était rauque. Peux-tu enregistrer ce qui se passe dans la chambre 17? Les chambres de l'unité de soins intensifs sont équipées de caméras de surveillance, mais nous ne conservons les enregistrements que pendant 24 heures avant qu'ils ne soient écrasés. Et si quelqu'un voulait conserver les enregistrements plus longtemps? Amy réfléchit un instant. Il faudrait avoir un accès administratif au système. Ou connaître quelqu'un de la sécurité prêt à faire une copie non officielle. Je souris pour la première fois depuis que j'avais reçu l'appel. Amy, tu me fais confiance? Kevin, tu es la victime ici. Bien sûr que je te fais confiance. Alors j'ai besoin que tu fasses exactement ce que je vais te demander. Et j'ai besoin que tu me fasses confiance. J'ai un plan. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. L'application d'enregistrement fonctionnait déjà depuis 20 minutes, capturant chaque mot de notre conversation. Mais j'avais d'autres outils à ma disposition.
Au cours de mes années passées à développer des logiciels de sécurité pour l'entreprise, j'avais créé des portes dérobées dans plusieurs systèmes hospitaliers que nous avions testés. Des portes dérobées qui me donneraient un accès à distance aux caméras, aux dossiers médicaux et même aux systèmes de communication interne. Ami, dans 15 minutes, je veux que tu entres dans la chambre 17. Dis à Rachel que le médecin de garde veut me parler des options de traitement expérimental. Dis-lui que c'est urgent et que je dois signer des autorisations. Cela va paniquer Rachel. Ils ne sont pas préparés à des changements de scénario. Exactement. Je veux qu'ils paniquent. Les gens paniqués commettent des erreurs. Et quand ils commettent ces erreurs, je fis une pause, sentant un calme glacial envahir ma poitrine. Je vais enregistrer chaque mot, chaque mouvement, chaque aveu qu'ils feront. Ce que Rachel et Thomas ignoraient, c'est que l'homme silencieux et dévoué qu'ils pensaient pouvoir manipuler avait passé les 5 dernières années à créer des systèmes numériques capables de pénétrer n'importe quel réseau de sécurité hospitalier à Chicago. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, j'allais utiliser ces compétences non pas pour protéger des données d'entreprise, mais pour sauver ma propre vie. Ami, avant de faire quoi que ce soit, j'ai besoin de savoir exactement combien de personnes sont impliquées dans cette affaire. Elle jeta un regard nerveux dans le couloir avant de répondre. Outre Rachel, Thomas et le docteur Harrison, il y a au moins 2 autres personnes. L'une d'elles est Jennifer, du service financier de l'hôpital. C'est elle qui a traité les paiements en espèces des consultations de Rachel. Et il y a un type que je n'ai pas reconnu, mais j'ai entendu Thomas l'appeler Bobby. Bobby. Mon estomac s'est noué. Bobby Castellano était le détective privé que Thomas avait engagé 6 mois auparavant, soi-disant pour enquêter sur des fraudes dans son cabinet comptable. Je comprenais maintenant la véritable raison. Bobby enquêtait sur ma vie, mes habitudes, mes vulnérabilités. Ami, ce Bobby, c'est un détective privé. Il sait probablement tout de ma routine, de mes horaires, et même de mes antécédents médicaux. Cela expliquerait pourquoi il savait exactement que tu viendrais ici en courant dès que tu recevrais l'appel, murmura Ami. Kevin, il y a autre chose. Jennifer a mentionné quelque chose à propos des « effacer les traces numériques » une fois que tout serait terminé. Ils ne veulent pas laisser de traces. Effacer les traces numériques. C'est exactement ce que je ferais si j'orchestrais un crime parfait. Supprimer les journaux d'accès, effacer les enregistrements des caméras, supprimer toute preuve que Rachel était à l'hôpital ce soir. Ami, combien de temps avant que Thomas revienne? 20 minutes, peut-être moins. J'ai sorti mon téléphone et ouvert une application que j'avais développée pour les tests de pénétration dans mon entreprise. Il s'agissait d'un outil qui me donnait un accès à distance au système réseau de l'hôpital, dissimulé sous la forme d'une simple application de calculatrice. « Qu'est-ce que tu fais » m'a demandé Ami en regardant mon téléphone. « Je pirate le système de sécurité de cet hôpital. » Mes doigts volaient sur l'écran, saisissant des codes que j'avais mémorisés des années auparavant. Je dois accéder aux enregistrements des caméras avant qu'ils ne les effacent. L'application s'est rapidement connectée. En quelques secondes, j'avais un accès complet au système de surveillance de l'hôpital Saint-Marie. Je parcourus les enregistrements de la nuit et trouvai exactement ce dont j'avais besoin. Rachel arrivant à l'hôpital à 23h45, marchant normalement dans le parking, portant un grand sac. Il n'y avait pas d'ambulance. Pas d'ambulancier. Seulement ma femme, marchant calmement vers l'entrée arrière où Thomas l'attendait. J'ai réussi. Ai-je chuchoté à Ami. J'ai la preuve que Rachel n'a pas eu d'accident. Mais lorsque j'ai essayé d'enregistrer le fichier, un message est apparu à l'écran. Accès refusé. Fichier en cours de suppression. Ils étaient en train d'effacer les preuves à ce moment même. J'ai rapidement changé de stratégie. Si je ne pouvais pas enregistrer les enregistrements originaux, je pouvais au moins enregistrer l'écran de mon téléphone pendant que je regardais les images. J'ai activé la fonction d'enregistrement d'écran et j'ai commencé à documenter tout ce que je voyais. Rachel entrant à l'hôpital. Thomas remettant un dossier au docteur Harrison. Jennifer traitant des documents sur l'ordinateur de l'administration. Et, plus dévastateur encore, Bobby Castellano installant du matériel d'enregistrement à des endroits stratégiques de la chambre 17. Kevin, murmura Ami d'un ton pressant, quelqu'un arrive. Je levai les yeux et vis Bobby Castellano marcher dans le couloir dans notre direction. C'était un homme corpulent, d'une 50aine d'années, avec le regard calculateur de quelqu'un habitué à observer les gens sans se faire remarquer. Ami, y a-t-il un endroit où nous pouvons nous cacher? La salle des fournitures, au bout du couloir. Nous nous sommes déplacés rapidement, mais pas avant que je remarque Bobby parlant au téléphone. Oui, Thomas. Il est arrivé il y a 20 minutes et a disparu. L'infirmière Ami n'est pas non plus à son poste. Il savait que j'enquêtais. Dans la salle des fournitures,
entourée de piles de matériel hospitalier, Amy m'a raconté le reste de ce qu'elle avait découvert. Kevin, Jennifer a laissé échapper quelque chose au sujet d'autres cas. Ce n'est pas le premier meurtre qu'ils ont orchestré. Au cours des 2 dernières années, il y a eu au moins 3 accidents, impliquant des conjoints de personnes riches qui sont morts dans des circonstances avantageuses pour les bénéficiaires. D'autres cas. Combien de personnes avaient déjà été assassinées par cette organisation? Combien de familles détruites pour nourrir la cupidité de Thomas, Rachel et leurs complices? Amy, je dois passer quelques coups de fil. Tu peux monter la garde? J'ai appelé Mark Stevens, mon meilleur ami depuis l'université et actuel agent spécial du FBI à Chicago. Il était 3 heures du matin, mais Mark répondait toujours à mes appels. Kevin, mec, quelle heure est-il? Mark, j'ai besoin d'aide de toute urgence. Je suis à l'hôpital Saint-Marie et j'ai découvert un complot d'assassinat. Ma propre femme essaie de me tuer. Il y eut un silence. Kevin, tu vas bien? Ça semble. Mark, je sais ce que ça peut paraître. Mais je t'envoie les preuves par email dès maintenant. Tout en parlant, je transférais les enregistrements d'écran vers mon compte cloud et envoyais le tout à Mark. Analyse les fichiers et rappelle-moi dans 5 minutes. Je raccrochai avant qu'il ne puisse poser d'autres questions. Amy a entrou légèrement la porte et m'a fait signe de m'approcher. Kevin, Bobby est posté dans le couloir principal. Et Jennifer vient de sortir de l'ascenseur avec une valise. Une valise. Contenant probablement le matériel médical nécessaire à l'exécution de leur plan. Y compris la succinylcholine qui me tuerait. Mon téléphone a vibré. C'était Mark. Kevin, j'ai analysé les dossiers. Les enregistrements montrent clairement que votre femme est arrivée à l'hôpital par ses propres moyens, sans avoir eu d'accident. Et je reconnais l'un des hommes sur les images. Robert Castellano est un détective privé connu pour ses liens avec des organisations criminelles. Il figure sur notre liste de personnes d'intérêt depuis des années. Mark, ils vont essayer de me tuer dans 15 minutes. J'ai besoin d'une assistance policière ici, maintenant. Je suis déjà en route avec une équipe. Mais Kevin, tu dois quitter cet hôpital immédiatement. Ne confronte pas ces gens tout seul. Je ne peux pas partir. Mark, si je disparais, ils abandonneront leur plan et s'enfuiront. C'est peut-être notre seule chance de les prendre en flagrant délit. Kevin. De plus, ai-je poursuivi, j'ai besoin de preuves qu'ils ont réellement tenté de m'assassiner. Des aveux enregistrés, la flagrance de la tentative d'injection. Sans cela, ils pourraient prétendre que tout cela n'était qu'un malentendu. J'ai raccroché malgré les protestations de Mark. Amy m'a regardé avec admiration et terreur. Kevin, tu vas vraiment entrer dans cette chambre en sachant qu'ils veulent te tuer? Amy, tu as dit que tu travailles ici depuis 3 ans. Tu connais les protocoles d'urgence médicale, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors tu sais qu'il y a une différence entre la succinylcholine pure et la succinylcholine mélangée à de l'atropine, n'est-ce pas? Les yeux d'Amy s'illuminèrent. L'atropine annule les effets de la succinylcholine. C'est l'antidote standard. Exactement. Et toi, en tant qu'infirmière, tu as accès à la pharmacie de l'hôpital. Kevin, tu suggères. Je suggère que, lorsqu'ils essaieront de m'injecter de la succinylcholine, je serai déjà protégé par une dose préventive d'atropine. Ils penseront m'avoir tué, mais je serai conscient et j'enregistrerai chaque mot de la confession qu'ils feront quand ils me croiront mort. Amy resta silencieuse un instant, réfléchissant au plan. C'est risqué, Kevin. Très risqué. Si je me trompe dans le dosage de l'atropine. Amy, tu es la seule personne dans cet hôpital en qui je peux avoir confiance pour le moment. Et sans preuve concrète de la tentative de meurtre, ils peuvent simplement tout nier et réessayer ailleurs. Elle prit une profonde inspiration. D'accord. Je vais chercher l'atropine. Mais Kevin, es-tu absolument certain de vouloir faire ça? Je regardais cette jeune infirmière qui avait risqué sa carrière pour me sauver, et je sentis une froide détermination envahir ma poitrine. Amy, ils ont planifié ma mort pendant 6 mois. Ils ont impliqué mon propre frère dans leur trahison. Ils ont tué d'autres innocents. Et ils pensaient que je ne serais qu'une victime passive de plus. Je fis une pause, écoutant les pas de Bobby dans le couloir. Ils n'ont aucune idée de ce à quoi ils font face. Je vais entrer dans cette chambre, les laisser essayer de m'assassiner, et quand ils penseront avoir gagné. Je souris pour la première fois depuis mon arrivée à l'hôpital. Je vais leur montrer ce qui arrive quand on sous-estime la mauvaise personne. Amy, j'ai besoin que tu me laisses exactement 3 minutes seule à la pharmacie, murmurai-je tandis qu'elle vérifiait à nouveau le couloir. Kevin, s'ils me surprennent en train de distribuer des médicaments contrôlés sans ordonnance. Ils ne te surprendront pas.
Pendant que tu cherches l'atropine, je vais créer une diversion qui occupera tous les agents de sécurité de l'hôpital. Je lui ai montré mon téléphone. Marc a envoyé des renforts, mais ils n'arriveront que dans 15 minutes. D'ici là, je dois m'assurer que les méchants n'annulent pas leur plan. Amy prit une profonde inspiration. Que vas-tu faire? Je vais entrer dans cette chambre et faire semblant d'être complètement détruit émotionnellement. Je vais supplier de voir Rachel, pleurer, faire exactement ce qu'ils attendent de moi. J'ouvris une application sur mon téléphone que j'avais développée pour tester les systèmes d'entreprise. Pendant ce temps, je vais utiliser ce programme pour pirater le système de communication interne de l'hôpital. Je vais envoyer un faux message concernant une fuite de gaz au sous-sol, forçant l'évacuation de tous les étages inférieurs. Ça ne marchera pas, Kevin. Le système d'urgence de l'hôpital a des protocoles stricts. Amy, je passe 10 heures par jour à contourner des protocoles de sécurité d'entreprises bien plus sophistiqués que ceux de cet hôpital. Fais-moi confiance. Elle hésita un instant, me regardant dans les yeux avec détermination. D'accord. Mais Kevin, si quelque chose tourne mal. Rien ne tournera mal. J'ai déjà calculé toutes les variables possibles. Amy sortit silencieusement en direction de la pharmacie, tandis que j'ouvrais mon ordinateur portable que je transporte toujours dans mon sac à dos pour les urgences professionnelles. En 2 minutes, j'étais dans le système de communication interne de l'hôpital Saint-Marie. La sécurité numérique était pathétique comparée aux pare-feux d'entreprise auxquels j'étais confronté quotidiennement. J'ai envoyé un message automatisé à tous les services, alerte d'urgence, fuite de gaz possible détectée dans les sous-sols et au 2e étage. Évacuation immédiate nécessaire. Seul le personnel essentiel de l'unité de soins intensifs doit rester. Instantanément, j'ai entendu des alarmes se déclencher dans les étages inférieurs. Des pas précipités ont résonné dans les couloirs. Les agents de sécurité se sont précipités pour coordonner l'évacuation. Amy est revenue avec une petite seringue remplie d'un liquide transparent. J'ai trouvé l'atropine. Une dose préventive qui devrait neutraliser jusqu'à 2 ampoules de succinylcholine. Parfait. J'ai pris la seringue et me suis injecté le produit dans le bras, ne ressentant qu'une légère brûlure. Kevin, a dit Amy en me tenant le bras, il est encore temps d'appeler la police et de partir d'ici. Amy, si nous nous enfuyons, ils disparaîtront. Thomas a des relations financières internationales. Rachel a probablement déjà préparé de faux passeports. Et le docteur Harrison disparaîtra avant que les autorités ne puissent exécuter un mandat. Je pris une profonde inspiration, sentant l'atropine se répandre dans mon sang. De plus, tu as dit qu'ils avaient déjà fait ça auparavant. 3 autres cas au cours des 2 dernières années. Combien de familles ont été détruites? Combien de personnes sont mortes pendant que ces monstres s'enrichissaient? Tu as raison, acquiesça Amy. Mais comment expliqueras-tu que tu enregistrais s'ils le découvrent? Je sortis un petit appareil de ma poche. C'est un transmetteur audio que j'ai développé pour les réunions d'entreprises confidentielles. Il ressemble à un pacemaker médical ordinaire. Même s'ils me fouillent, ils penseront que c'est un appareil cardiaque. Je collai le transmetteur sur ma peau, sous ma chemise. Il transmet directement vers le cloud et vers le téléphone de Marc. Même s'il me tue vraiment, les preuves seront en sécurité. Amy m'a regardé avec un mélange d'admiration et de terreur. Kevin, tu en es absolument certain? Amy, il y a 6 mois, Rachel a commencé à me convaincre de changer toute ma vie. Changer d'emploi pour un poste moins stressant, déménager dans une ville plus petite, fonder une famille. Tout cela pour me rendre plus vulnérable et dépendant. Ma voix s'est durcie. Elle a étudié ma personnalité, mes peurs, mes faiblesses. Elle a planifié chaque aspect de ma mort avec la précision d'un projet d'ingénierie. Et elle pensait que je serais trop passif pour réagir. J'ai regardé en direction de la chambre 17, où ma femme attendait mon arrivée pour orchestrer mon exécution. Ce que Rachel ignore, c'est que pendant qu'elle apprenait à me manipuler, j'ai passé 5 ans à créer des systèmes permettant de détecter exactement ce type de manipulation dans les environnements professionnels. Des systèmes permettant d'identifier les fraudes, les complots et le sabotage interne. J'ai souri pour la première fois depuis mon arrivée à l'hôpital. Elle a choisi la mauvaise victime, Amy. Complètement la mauvaise. Si vous vous demandez comment quelqu'un peut se préparer à affronter sa propre famille dans une telle situation, abonnez-vous à la chaîne, car vous êtes sur le point de découvrir comment l'intelligence peut vaincre la trahison. Amy, je veux que vous alliez dans la salle de contrôle de sécurité et que vous surveilliez tout grâce aux caméras. Si quelque chose tourne mal, si je ne sors pas vivant de cette chambre, tu as toute autorisation pour remettre tous les enregistrements directement au FBI. Et si ça marche? Si ça marche, ai-je répondu en marquant une pause, entendant des voix s'approcher dans le couloir.
Thomas, Rachel et le docteur Harrison découvriront qu'ils ont complètement sous-estimé l'homme silencieux qu'ils pensaient pouvoir assassiner. Je me suis redressé, j'ai ébouriffé mes cheveux pour paraître plus désespéré et j'ai commencé à marcher vers la chambre 17. Kevin, m'a appelé Amy une dernière fois, pourquoi fais-tu cela? Cela vaut-il vraiment la peine de prendre ce risque? Je me suis tourné vers elle, sentant une froideur calculée envahir ma poitrine. Amy, cela fait 15 ans que je travaille à résoudre des problèmes complexes liés au système. J'ai toujours pensé que mon plus grand défi serait de déboguer du code d'entreprise ou de défendre des réseaux contre des pirates malveillants. J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Découvrir que le plus grand système corrompu auquel je serais confronté serait mon propre mariage, orchestré par la personne qui m'avait promis de m'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Eh bien, cela change tout. J'ai commencé à marcher dans le couloir, chaque pas calculé pour paraître hésitant et émotionnel. Ils veulent un spectacle, Amy. Ils veulent voir le mari dévoué et naïf supplier pour la vie de sa femme mourante. Je me suis arrêté devant la porte de la chambre 17, écoutant les voix étouffées de l'autre côté. Ils auront le meilleur spectacle de leur vie. Et quand ils penseront avoir enfin gagné, quand ils célébreront ma mort. J'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Je vais leur montrer ce qui arrive quand des ingénieurs en informatique décident d'utiliser leurs compétences pour se venger personnellement. J'ai poussé la porte de la chambre 17 avec des mains tremblantes, jouant le rôle du mari désespéré que Rachel s'attendait à voir. Rachel. Mon amour. Ma voix était brisée, chargée d'une angoisse qui n'était pas complètement feinte. Voir ma femme allongée dans ce lit d'hôpital, feignant d'être à l'article de la mort pour orchestrer mon exécution, a réveillé en moi une colère dont je ne soupçonnais pas l'existence. Rachel était reliée à des moniteurs qui émettaient des bips constants. Sa peau était artificiellement pâle, probablement à cause du maquillage, et sa respiration était irrégulière de manière convaincante. Le docteur Harrison se tenait à côté du lit, avec une expression grave qui aurait convaincu n'importe quel mari sincèrement inquiet. « Kevin, » dit le docteur Harrison en posant sa main sur mon épaule, « je suis désolé que vous ayez mis autant de temps à arriver. » Son état s'est rapidement détérioré après la première opération. « Comment va-t-elle » demandai-je en m'approchant du lit. Rachel a ouvert les yeux lentement, comme si cela lui demandait un effort immense. « Kevin » a-t-elle murmuré d'une voix faible. « Tu es venu. » Son jeu était parfait. Pendant un instant, j'ai presque cru qu'elle était vraiment en train de mourir. Si Amy ne m'avait pas prévenu, j'aurais été complètement dévasté à ce moment-là. « Docteur, s'il vous plaît, dites-moi qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire. » ai-je supplié, jouant mon rôle à la perfection. Le docteur Harrison a poussé un profond soupir. « Kevin, je dois être honnête avec vous. Rachel a subi un traumatisme interne beaucoup plus grave que nous ne l'avions initialement imaginé. Nous faisons tout notre possible, mais... Mais quoi? Ma voix monta d'un octave, exactement comme réagirait un mari désespéré. Nous devons essayer une procédure expérimentale. C'est risqué, très risqué, mais c'est peut-être sa seule chance. Thomas choisit ce moment pour entrer dans la chambre. Son expression était celle d'un frère inquiet, mais je pouvais voir l'anxiété dans ses yeux. Il était nerveux à propos de quelque chose. « Kevin, mon frère, je suis venu dès que j'ai su, » dit Thomas en s'approchant et en me serrant dans ses bras. « Comment tu tiens le coup? » « Je ne sais pas, Thomas. Je ne sais pas ce que je ferai si je la perds. »« Tu ne la perdras pas, » dit Thomas, mais ses yeux croisèrent ceux du docteur Harrison pendant une fraction de seconde. Le docteur Harrison est le meilleur. Si quelqu'un peut la sauver, c'est lui. Le docteur Harrison ouvrit un dossier et en sortit quelques documents. « Kevin, la procédure expérimentale nécessite votre autorisation. Il s'agit d'un consentement spécial pour l'utilisation de médicaments non conventionnels. » Il me tendit un papier. C'était un formulaire de consentement, mais en le lisant, je me rendis compte qu'il était rédigé de manière délibérément confuse. Les mots « médicament expérimental » et « risque d'effets indésirables graves » étaient noyés au milieu du jargon médical. « Docteur, est-ce sans danger ?» demandai-je d'une voix hésitante. Comme je vous l'ai dit, il y a des risques. Mais sans traitement, Rachel n'a plus que quelques heures à vivre. Rachel gémit faiblement depuis son lit. « Kevin, fais ce que dit le docteur. Je lui fais confiance. » Thomas s'est approché. « Kevin, je sais que c'est difficile, mais vous devez prendre une décision rapidement. » C'était le moment. Le moment qu'ils attendaient. Le moment où je signerais mon propre arrêt de mort, croyant sauver ma femme. « D'accord, » ai-je dit en prenant le stylo d'une main tremblante. « Si c'est sa seule chance. » Je signai le document rapidement, comme l'aurait fait un homme désespéré. Le docteur Harrison sourit légèrement. « Excellente décision.
Je vais préparer le médicament immédiatement. Il quitta la pièce, me laissant seul avec Thomas et Rachel inconsciente. C'est alors que tout changea. Thomas s'est approché de la fenêtre et a fermé les volets. « Bobby, tout est prêt », a-t-il murmuré dans un appareil de communication que je n'avais pas remarqué auparavant. Rachel a ouvert complètement les yeux et s'est assise sur le lit, sa faiblesse s'évaporant instantanément. « Enfin !» a-t-elle soupiré en étirant ses bras. Garder cette respiration irrégulière me donnait des crampes. Mon estomac se contracta violemment, même si je savais que c'était une mise en scène. Voir sa transformation soudaine de femme mourante en conspiratrice calculatrice était encore plus choquant que ce qu'Amy avait décrit. « Combien de temps avant que Harrison revienne avec la succinylcholine ?» demanda Thomas. « 5 minutes, répondit Rachel en regardant sa montre. Bobby a confirmé que les gardes sont occupés par la fausse évacuation du sous-sol. Le couloir est libre. Thomas rit doucement. Kevin a toujours été trop naïf. Tu te souviens quand nous étions enfants et que je parvenais à le convaincre que j'avais vendu tous ses jouets? Il n'a jamais changé, acquiesça Rachel. Toujours le mari dévoué, travaillant 16 heures par jour pour nous offrir une vie meilleure. Il ne s'est jamais douté de rien. 2 500 000 $ de l'assurance vie, compta Thomas sur ses doigts, plus 1,5 million sur les comptes de retraite, plus la maison qui vaut 800 000 $. Et quand notre mère mourra, 900 000 $ supplémentaires provenant de son héritage. Près de 6 millions au total, sourit Rachel. Et tout cela pendant que Kevin pense qu'il est en train de me sauver la vie. Thomas s'approcha du lit. Le mieux, c'est que cela ressemblera à une réaction allergique fatale au stress émotionnel. Son cœur n'aura pas supporté le stress de presque perdre sa femme. Harrison est un génie, commenta Rachel. La succinylcholine imite parfaitement une crise cardiaque. Et même si quelqu'un a des soupçons, elle sera métabolisée dans son organisme avant toute autopsie. Et nous serons les victimes dévastées, ajouta Thomas. La veuve inconsolable et le frère en deuil. Rachel regarda dans ma direction, où je restais debout, faisant semblant d'être concentré sur la fenêtre. Vous savez quoi? Une partie de moi va le regretter. Kevin a toujours été un bon mari. Juste, ennuyeux. Et beaucoup moins ambitieux que ce dont j'avais besoin. Tu mérites mieux, dit Thomas. Quelqu'un qui comprenne qu'il faut parfois prendre des décisions difficiles pour obtenir ce que l'on veut dans la vie. Le docteur Harrison revint dans la chambre avec une seringue remplie d'un liquide clair. Tout est prêt. Kevin, cela t'aidera à te détendre pendant cette période difficile. Me détendre? Demandai-je en me tournant vers lui avec une confusion sincère. Il est courant d'administrer des sédatifs légers aux proches pendant les procédures d'urgence, expliqua-t-il doucement. Cela aide à gérer le stress. Rachel revint rapidement à sa position sur le lit, fermant les yeux et reprenant sa respiration irrégulière. Docteur, je ne pense pas avoir besoin de sédatifs, protestai-je faiblement. Kevin, dit Thomas en posant sa main sur mon épaule, fais-moi confiance. Ça va t'aider. Le docteur Harrison s'approcha avec la seringue. Ce ne sera qu'une petite piqûre. Tu te sentiras beaucoup mieux. Le moment était venu. Le moment où ils pensaient avoir gagné. Le moment où la succinylcholine me tuerait sous leurs yeux, satisfait de leurs 2 500 000 $. Le docteur Harrison m'a tenu le bras et a inséré l'aiguille. J'ai senti le liquide froid entrer dans mon sang. Voilà, a-t-il souri. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Il s'attendait à ce que je m'effondre en quelques secondes. Il s'attendait à voir mon visage bleuir tandis que mes poumons se paralysaient. Il s'attendait à ce que mon cœur s'arrête tandis que je restais conscient, terrifié, jusqu'à mon dernier souffle. Au lieu de cela, je suis resté debout, les regardant calmement tous les trois. Thomas fronça les sourcils. « Docteur, combien de temps cela prend-il généralement ?»« Cela devrait être immédiat, » murmura le docteur Harrison, perplexe. Le dosage était correct. C'est alors que j'ai décidé d'arrêter de faire semblant. Le dosage de succinylcholine était parfait, ai-je dit calmement, ma voix ne trahissant plus aucune trace d'angoisse. Malheureusement pour vous, j'ai pris de l'atropine il y a 30 minutes. Le silence qui a suivi était absolu. Rachel a ouvert les yeux et s'est assise rapidement. Thomas recula d'un pas. Le docteur Harrison regarda la seringue vide dans sa main, comme si elle s'était transformée en serpent. « Amy m'a tout raconté, » continuai-je en sortant le transmetteur audio de sous ma chemise. « Chaque détail de votre plan. Et au cours des 2 dernières heures, j'ai enregistré chaque mot de la confession que vous venez de faire. » Rachel a essayé de parler, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas encore fini. Vous pensiez que l'alarme d'évacuation de gaz était une coïncidence? J'ai piraté le système de communication de l'hôpital.
Vous pensiez être seul ici? Mon ami Mark, du FBI, monte les escaliers en ce moment même avec une équipe d'agents. Thomas était blanc comme un linge. Kevin, vous ne comprenez pas, nous pouvons vous expliquer. Expliquer comment vous avez planifié mon assassinat pendant 6 mois? Expliquer comment vous avez falsifié des dossiers médicaux? Expliquer comment Rachel a mis en scène sa propre mort pour me piéger? Le docteur Harrison se précipita vers la porte, mais elle s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne. Mark Stevens entra avec 3 agents du FBI, leurs armes dégainées. « Kevin Morrison ?» demanda Mark, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Mark, voici le docteur Harrison, » dis-je calmement. « Il vient d'essayer de m'assassiner avec de la succinylcholine. Voici ma femme Rachel, qui a simulé un accident de voiture. Et voici mon frère Thomas, qui a organisé tout le complot. » Rachel Morrison, Thomas Morrison, Richard Harrison, annonça officiellement Mark, vous êtes arrêtés pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance et tentative d'homicide. Pendant que les agents menottaient les 3 personnes, Rachel me regarda avec un mélange de haine et d'incrédulité. « Comment ?» murmura-t-elle. « Comment l'as-tu su ?» Je souris pour la première fois depuis mon arrivée à l'hôpital. « Rachel, tu as épousé un ingénieur en informatique spécialisé dans la détection des fraudes et des systèmes corrompus. Pensais-tu vraiment que je ne remarquerais pas quand ma propre vie serait devenue le système le plus corrompu de tous? » Thomas fut le dernier à être emmené. En passant devant moi, il s'arrêta et murmura « J'ai toujours su que tu étais plus intelligent que tu ne le laissais paraître. » La différence entre nous, Thomas, répondis-je, c'est que j'utilise mon intelligence pour construire des choses. Vous avez utilisé la vôtre pour détruire. Lorsque les 3 furent emmenés menottés hors de la chambre, Mark s'approcha de moi. « Kevin, tu te rends compte à quel point ce que tu as fait était dangereux? Si le dosage d'atropine avait été incorrect. » Mark, l'interrompis-je, cela fait 5 ans que je développe des systèmes pour des entreprises qui traitent des vies humaines. Je n'accepte jamais aucune marge d'erreur. Et quand il s'agit de ma propre vie? Je m'interrompis, regardant la pièce vide où ma femme avait planifié ma mort. Je refuse tout simplement d'être sous-estimé par des gens qui confondent gentillesse et faiblesse. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Car lorsque les enquêteurs ont commencé à analyser les appareils électroniques saisis, ils ont découvert quelque chose qui allait transformer une tentative de meurtre en quelque chose de beaucoup plus grave. Une conspiration qui impliquait beaucoup plus de personnes que nous ne l'aurions imaginé. 3 semaines plus tard, Mark m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle qui a transformé une affaire de tentative de meurtre en quelque chose de beaucoup plus grave. « Kevin, tu ne vas pas croire ce que nous avons trouvé dans les appareils électroniques saisis, » m'a dit Mark, la voix chargée d'incrédulité. Rachel, Thomas et le docteur Harrison n'étaient pas des amateurs. Ils dirigeaient une organisation criminelle depuis 4 ans. Dans les téléphones et les ordinateurs des 3 suspects, les enquêteurs ont découvert des preuves de 11 meurtres réussis. 11 familles détruites. Des conjoints, des frères et sœurs et même des enfants adultes avaient été tués par des parents cupides utilisant la même méthode. Des hôpitaux corrompus, des médecins achetés et des assurances-vie millionnaires. Rachel coordonnait les opérations, identifiant les cibles riches ayant des relations vulnérables. Thomas fournissait des analyses financières détaillées et un accès aux systèmes hospitaliers par l'intermédiaire de son cabinet comptable. Le docteur Harrison exécutait les meurtres, les faisant toujours passer pour des morts naturelles ou des accidents médicaux. Le FBI a découvert plus de 15 millions de dollars répartis sur des comptes offshore. De l'argent taché du sang d'innocents qui avaient fait confiance aux mauvaises personnes. Au tribunal, j'ai affronté Rachel une dernière fois. Elle était méconnaissable, cheveux ternes, visage pâle, menottée comme la criminelle qu'elle avait toujours été. « Kevin » a-t-elle murmuré lorsque nos regards se sont croisés, « tu ne comprends pas. Je t'aimais vraiment. »« Non » ai-je répondu calmement, « tu aimais mon argent. La différence, c'est que les gens qui aiment vraiment ne planifient pas des meurtres pendant 6 mois. » Rachel a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Thomas a écopé de 25 ans pour complot et blanchiment d'argent. Le docteur Harrison est mort en prison 3 mois plus tard. Apparemment, les médecins qui tuent leurs patients ne sont pas très populaires auprès des autres détenus. Amy est devenue une héroïne nationale. Son courage à dénoncer le complot a non seulement sauvé ma vie, mais a également empêché d'autres décès. L'hôpital l'a promue au poste de superviseur de l'éthique médicale, créant de nouveaux protocoles pour prévenir la corruption interne. « Amy, lui ai-je dit le jour du verdict, tu as risqué toute ta carrière pour sauver un inconnu. Pourquoi? Kevin, mon frère est mort dans des circonstances suspectes dans un hôpital de Détroit il y a 3 ans. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai jamais pu prouver quoi que ce soit. Quand j'ai vu la même opération se dérouler ici. » Elle a marqué une pause,
Je ne pouvais pas laisser une autre famille subir ce que la mienne avait subi. L'ironie n'est pas passée inaperçue. Rachel a choisi de m'assassiner précisément dans l'hôpital où travaillait quelqu'un qui avait perdu un être cher à cause du même complot. Les familles des 11 autres victimes m'ont contacté après le procès. Nous avons formé un groupe de soutien, partageant nos histoires et aidant les autres à identifier les signes de manipulation familiale. Nous avons découvert que tous les cas suivaient le même schéma. Des conjoints ou des membres de la famille qui devenaient soudainement plus affectueux, de nouvelles assurances-vie, des accidents opportuns. 6 mois après le procès, j'ai utilisé l'argent récupéré sur les comptes offshore des criminels pour créer la Fondation Morrison pour la prévention de la violence financière domestique. Notre objectif est d'éduquer les gens sur les signes de manipulation et de fournir des ressources juridiques aux victimes de fraude familiale. Cette expérience m'a complètement transformé. L'ingénieur logiciel discret et confiant qui a failli être assassiné par sa propre femme parcourt désormais le pays pour sensibiliser les gens à l'autoprotection et aux signes avant-coureurs dans les relations. Marc est devenu mon partenaire au sein de la Fondation, mettant à profit son expérience au FBI pour former notre équipe. Amie et consultante médicale et aide à identifier les protocoles hospitaliers suspects. Kevin, m'a récemment dit Marc, tu te rends compte que tu as sauvé bien plus que ta propre vie, n'est-ce pas? Notre fondation a déjà empêché au moins 12 tentatives de meurtres similaires. C'est vrai. Des proches suspects nous contactent lorsqu'ils remarquent des comportements étranges. Les hôpitaux ont mis en place nos protocoles de sécurité. Les compagnies d'assurance ont créé des alertes pour les polices suspectes. La dernière fois que j'ai entendu parler de Rachel, elle était en isolement pour avoir tenté de soudoyer des gardiens afin qu'ils m'envoient des lettres de menace. Apparemment, elle croit toujours pouvoir me manipuler d'une manière ou d'une autre. Thomas a tout perdu. Son cabinet comptable a fait faillite lorsque ses clients ont découvert ses activités criminelles. Son ex-femme a divorcé et changé le nom de famille de leurs enfants. Il purge sa peine en faisant la vaisselle dans la cuisine de la prison. Et moi? Eh bien, j'ai épousé Amy il y a 2 mois. Notre cérémonie était simple, avec seulement nos familles et nos amis proches. La différence, c'est que cette fois-ci, j'ai choisi quelqu'un dont le courage et l'intégrité ont été mis à l'épreuve dans les circonstances les plus extrêmes. Si cette histoire de trahison, de courage et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies de personnes qui ont refusé d'être des victimes. Car parfois, la différence entre être détruit ou transformé réside dans le fait de reconnaître que vous avez toujours été plus fort que vos ennemis ne l'auraient imaginé. Hier soir, j'ai retrouvé une vieille photo de Rachel et moi à notre mariage. Au lieu de ressentir de la colère, je n'ai éprouvé que de la gratitude. De la gratitude d'avoir découvert sa vraie nature avant qu'il ne soit trop tard. De la gratitude envers Amy d'avoir tout risqué pour me sauver. Et de la gratitude d'avoir compris que parfois, les pires moments de notre vie ne sont que le début des meilleures histoires que nous allons vivre. Rachel pensait éliminer un obstacle. En réalité, elle créait le catalyseur de sa propre destruction et de la naissance de quelque chose de bien plus grand. Parce que les ingénieurs logiciels ne se contentent pas de construire des systèmes, nous les construisons pour qu'ils durent, pour qu'ils grandissent et pour qu'ils protègent les autres. Et cette protection se poursuit, une vie sauvée à la fois. Ты реально это спустишь? Ты это спустишь? Конечно! Он на струю пустил 100 просто. километров в час. Разгони, 100 километров в час. Тише. Хрена себе он манипулирует. Если не уже большие ходят, да? Да, еще больше возьми. Газуй, газуй. Спасибо за рейд! Кто там рейд сделал? Спасибо за рейд, брат! Блин, почему у тебя нет икон ни одной? Я стала верующей резко. Да ладно. Да ну. Да ты что? Можем поехать в храм, кстати, спасибо, посмотреть. Он посмотрит, поржет, скажет. Живи, страдай. Так, куда бы нам съездить? Да подожди. Так, ну, наверное, на СВК надо. Тоже красивое место. Или на генерала Дорохова. О! На генерала Дорохова надо съездить. Ебать, почему Оксана за рулем? Что? Континента. Да. Права получила. На МГУ? Да на
Pinnacle! Thank you, bro! Thank you! $100! $100! Pinnacle, спасибо, брат! Спасибо большое! Оксана вспоминает, короче, как водить машину. Переезжай ты, господи! Она большая! Она большая! Волосы пропали! Не получится! Волосы пропали. Он большой, волосы пропали! Туннель! Опять? Да, красивый туннель, кстати. Красивый туннель. Давай, прямо в него. Привет, Шмелев, привет. Она везет, не знаю куда. Наконец. Нормально здесь? Спасибо за донат, но треки, к сожалению, не сможем включить без доната. Там тебе тоже донатик прилетел. Да, там соточка прилетела. Кроме Азамата и Рубин с Лёвой 2К, она с кем-то еще коллабилась или ты собираешь с кем-то еще коллабиться? Я Досу написала, но он собирается написать. Сказал, что у него возможно времени. О, он очень кайфовый, Да. он в комфорте. На улице 15 градусов, такая мороженка. Мы в машине. Ну, можно и так сказать, да, угнали чуть Азамата и машину. Завтра я думала пойти в парк или куда-нибудь. Куда в Москве можно? На ВДНХ или вот этот остров мечты я видела. Остров мечты — это коммерческая хуйня. Кал? Да. Она внешне выглядит красиво, но внутри тоже красиво. Но там, короче, суть такая, что за каждый чик ты платишь бабки. Ага. И как будто бы это вообще не кайф. Вот если вот, например, ты заплатил за вход, а там уже кайф. Знаешь, вот есть Замани, у вас в Беларуси есть Замани?